Information aujourd'hui, un fusil dernière génération de Thales envoyé à l'Ukraine pour l'aider à améliorer sa propre technologie. On va voir comment la guerre en Ukraine permet d'améliorer d'une façon générale ces technologies militaires des belligérants et de leurs alliés. Les indispensables de Christophe Carnino. Bonsoir Christophe. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors je viens de le dire, ça permet d'améliorer évidemment à l'échelle mondiale ces technologies, mais en France aussi. Oui, tout d'abord avec ce fusil d'assaut dernier cri du groupe français spécialisé dans la défense Thales, dont on apprend qu'il a été envoyé en Ukraine au début du mois de juillet. Cette arme, la voici, il s'agit de l'ACAR, cela signifie Australian Combat Assault Rifle. Un fusil d'assaut fabriqué en Australie par l'entreprise Lighthouse Arms, une filiale locale de Thales. L'ACAR est polyvalent, il peut fonctionner avec plusieurs types de calibres, dont du 5,56 mm. C'est important de le noter car ce dernier est un type de calibre standardisé par les pays membres de l'OTAN. Il est donc incompatible avec les calibres 5,45 des AK-12, armes principalement utilisées par l'armée ukrainienne. Alors c'est donc en quelque sorte une expérimentation sur terrain de guerre en quantité échantillonnaire qui est réalisée avec ce fusil ACAR. Objectif pour le groupe français, tester cette arme sur le terrain en conditions réelles. Thales compte sur le retour d'expérience. Les armes fournies permettront aux forces ukrainiennes d'évaluer l'utilité de l'ACAR afin de répondre à leurs besoins. Le retour d'informations sur l'ACAR est à ce jour positif. L'ambition pour Thales est future, implanter cette nouvelle arme sur le marché international. L'entreprise présentera d'ailleurs son fusil d'assaut au Salon de la Défense de septembre au Royaume-Uni afin de lancer sur le marché européen de l'armement. Alors selon une information du média spécialisé Air Cosmos, les forces ukrainiennes sont intéressées par d'autres produits du groupe Thales, notamment sa roquette à guidage laser FZ-275, dont la précision est inférieure à 1 mètre. Air Cosmos affirme qu'une démonstration a eu lieu en mai dernier en Pologne, avec plusieurs délégations, sans préciser lesquelles, à la demande des forces armées ukrainiennes. Cette roquette à guidage laser permet de réaliser des frappes à courte portée sur des cibles fixes ou en mouvement, et elles peuvent être installées sur différents types de véhicules, du blindé comme sur ces images, ou bien encore sur des hélicoptères. Voilà, 2 exemples pour la France, mais l'Ukraine, bien sûr, développe aussi ces technologies militaires. Oui, souvenez-vous de l'attaque sur le pont de Kerch le 17 juillet dernier, ouvertement revendiquée par le SBU, les services secrets ukrainiens, qui avaient diffusé les images de frappes réalisées à l'aide d'un nouveau type de drone marin expérimental, le Sea Baby. Un drone de surface téléguidé à distance et qui peut transporter jusqu'à 850 kg d'explosifs. Le chef des services secrets ukrainiens, Vassil Maliuk, confiait à CNN que ces drones avaient été développés pendant des mois exclusivement par le SBU. Le Sea Baby constitue, je cite, une invention unique des services secrets ukrainiens. Et bien sûr, la Russie n'est pas en reste. On en parle depuis plusieurs jours, ce fameux forum Army qui se tient dans la région de Moscou jusqu'au 20 août. Un salon qui permet à la Russie de présenter son dernier cri, en quelque sorte. Absolument, oui. Sont exposées, par exemple, ces lunettes de réalité augmentée pour permettre aux militaires de s'entraîner plus facilement en simulant tous les types de terrain. Ou encore un nouveau modèle de drone de reconnaissance, le voici, le Sarish, conçu pour réaliser de la surveillance vidéo, de la recherche ou de la cartographie, des produits qui seront ensuite directement utilisés sur le terrain ukrainien par l'armée russe. Alors la Russie innove également en s'inspirant de la technologie étrangère. Cela concerne les drones kamikazes iraniens de type Shahed 136. Selon le ministère de la Défense britannique, Moscou tente de ne plus dépendre exclusivement de l'Iran et de devenir totalement autosuffisant dans sa chaîne de production. Mais cela pourrait prendre du temps à se mettre intégralement en place, puisque pour le moment, la Russie dépend toujours de l'Iran pour certaines pièces. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que la Russie s'inspire de technologies ennemies. Rappelez-vous, au début du mois de juillet dernier, l'armée russe affirmait avoir récupéré un missile de croisière franco-britannique Storm Shadow, un missile dont la portée dépasse les 300 km et qui, selon Moscou,
s'était écrasé sans éprouver de dommages critiques, ce qui a permis à l'armée russe de l'analyser sous toutes les coutures. La Russie se targue de pouvoir à présent développer une réplique ou un équivalent du Storm Shadow pour équiper ses forces aérospatiales. Et puis, plus impressionnant encore, la Russie présentait hier pour la première fois le dernier né de ses lanceurs de missiles balistiques intercontinentaux Yars, un lanceur de missiles de 123 tonnes dont la portée est de 10 000 km. Et dont Moscou est très fier comme à chaque fois. Merci beaucoup Christophe. Je me tourne vers l'historien militaire et professeur à la Sorbonne que vous êtes. C'est une évidence de le dire. On enfonce une porte ouverte en disant qu'une guerre, hélas peut-être, permet d'améliorer les technologies militaires. On voit que les deux camps se livrent à une course de vitesse. Il n'y en a pas un qui prend l'ascendant pour l'instant. C'est d'abord en fait une course à l'innovation. La guerre est souvent considérée comme étant le meilleur moyen de trouver comment faire du mal à son adversaire. Ce que je remarquerai dans un premier temps, c'est que, et le sujet sur le fusil d'assaut français, ou Thales, même si c'est un fusil développé d'abord pour l'armée australienne, il est intéressant pour deux raisons. D'abord parce que depuis longtemps, on décrit ou on montre qu'en France, on a perdu ce qu'on appelle la filiale des armes légères d'infanterie, les ALI, donc les fusils et les mitrailleuses légères. Et comme le FAMAS à l'époque qui était produit à Saint-Étienne. Et là, on a un programme qui manifestement marche bien et qui est testé effectivement pour d'abord une armée étrangère, mais qui peut être testé en conditions de combat. La deuxième chose, c'est que quand on teste en conditions de combat, forcément, on améliore. Vous avez insisté sur le fait que ces munitions, elles sont ce qu'on appelle normées au temps, c'est-à-dire elles sont sur ce qu'on appelle le STANAG. Il y a deux types de munitions, les munitions de 5,56 et les munitions de 7,62, qui sont plutôt dans le pacte de Varsovie, l'ex-pacte de Varsovie, les types soviétiques, et elles ne sont effectivement pas compatibles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous donnez à l'Ukraine la possibilité de se servir d'une arme, on va dire, calibre autant, vous lui donnez aussi accès à cette capacité à se renflouer et à piocher, là encore, dans les stocks des Occidentaux, ce qui renforce, là encore, cette espèce de profondeur stratégique que sont les pays occidentaux pour l'Ukraine, en lui fournissant ce qui n'avait pour l'instant pas encore été accordé, des armes légères pour les combattants de première ligne. Enfin, le dernier point, c'est que, effectivement, la Russie non plus n'est pas en reste. Elle est tout aussi innovante, avec une double ambiguïté. Le rappel de vieux stocks, voire de très vieux stocks. On a vu des chars ou même des équipements qui dataient quasiment de la Deuxième Guerre mondiale. Mais on a aussi effectivement le Shahed 136. Ce qui est intéressant, c'est que le Shahed, c'est pas un produit russe. Mais désormais, c'est un produit iranien construit sous licence en Russie. Et donc, on a cette espèce d'international de l'armement qui marche aussi bien pour l'Ukraine que pour la Russie et qui montre bien que finalement, on est aussi dans une guerre qui va s'allonger et qui va s'internationaliser, y compris dans des domaines où on n'attendait plus. Merci pour ces précisions, Sylvie Bermann. Si on reste d'ailleurs un instant sur la France, c'est intéressant parce qu'on constate que l'industrie de l'armement française, pour le coup, a vécu des exportations sur l'année 2022 qui sont quasiment records. Je parle sous votre contrôle, 27 milliards d'euros. C'est 130% d'augmentation par rapport à 2021. On sait que des zones comme Saint-Étienne, précisément, où il y avait la manufacture d'armes, sont en train un petit peu de renaître. Là, pour le coup, la France fait des efforts clairs, nets et précis. Elle fait des efforts, effectivement, en matière d'armement. De toute façon, on a toujours été un des plus grands pays exportateurs. Et effectivement, de tester des armes nouvelles sur un théâtre de guerre, ça permettra également d'augmenter les exportations, si on regarde ça d'un point de vue purement business ou d'un point de vue pragmatique. Mais c'est vrai qu'on a une expertise reconnue dans ce domaine. Et que la guerre est toujours une guerre aussi importante, en tout cas un accélérateur pour ça. Pour les industries d'armement, oui, c'est logique. Olivier Védrine, d'ailleurs, on le voit, les dépenses militaires en Europe, c'est plus 13% en 2022. Et c'est intéressant parce qu'on revient à l'étiage de 1989, c'est-à-dire avant la fin de la guerre froide, en quelque sorte, en dollars constants. Comme si on retournait à cette logique de bloc qui court à l'armement en permanence. On ne retourne pas à la logique de bloc, on retourne à la logique de réalité.
Donc on a cru aux dividendes de la paix, on a cru à là aussi, il y aura beaucoup à discuter à la fin de l'histoire. C'est pas ce que vous voulez dire Fukuyama, si on lit tout le... Mais on revient à la réalité. Et la réalité, le monde a toujours été violent, il a toujours fallu se défendre, il a toujours fallu préparer la guerre pour avoir la paix. Si, donc, Specem Parabellum. Donc voilà, donc on revient au réel. On revient au réel et c'est un grand coup de frein aussi à une certaine vision de la mondialisation. Et on a voulu échapper à un réalisme et on revient à un réalisme. J'espère que ce réalisme ne débouchera pas sur du cynisme, et qu'il faut garder quand même le but du vivre ensemble et de vivre en paix. Mais on revient à une politique réaliste, on revient à 89, on a oublié les dividendes de la paix et voilà, c'est l'histoire. En tout cas, c'est un phénomène qui est intéressant si on le lit du point de vue de l'armement. En tant qu'Ukrainienne, Marina Perene-Benesiuk, peut-être que cette gigantesque industrie florissante vous est indifférente d'une certaine façon. C'est le paradoxe, oui, peut-être. Mais en tant que journaliste, non. Ah, mais alors, pardon. Alors, laissons la journaliste s'exprimer dans un premier temps, et puis peut-être qu'ensuite je vous poserai une autre question. Voilà. Moi, je pense que c'est un très beau rappel du fait que l'Ukraine a à offrir au monde autant qu'elle en demande. Parce que Olivier, tout à l'heure, a parlé de la guerre froide, par exemple, du monde d'avant 89. Et on s'en souvient, en fait, que le monde entier, notamment les Américains, se préparait à combattre les Russes. Eh bien, les seuls qui possèdent l'expérience absolument unique en la matière de combattre les Russes et de gagner, ce sont les Ukrainiens. Les Ukrainiens possèdent également l'expérience assez précieuse de combats qui sortent de théâtres de guerre modernes, qui sont souvent des combats contre les guérillas de groupes terroristes, par exemple retranchés quelque part dans le désert ou éparpillés. L'Ukraine, elle donne l'expérience, elle partage également ces données. C'est même pour cela que ça permet... Elle devient presque un laboratoire, d'ailleurs, d'une certaine façon. Exactement. Et par ailleurs aussi, tout le monde a déjà quand même... Enfin, il est de bon ton de souligner que en plus de tout cela, l'armée ukrainienne est quand même assez inventive, assez pleine de ressources, et ce qui offre, en dehors même de l'expérience qui peut être utilisée pour combattre des grandes armées comme celle de l'armée russe, en dehors de cela, l'Ukraine montre aussi des failles ou des possibilités pour d'autres types d'armées ou de combats ou d'utilisation d'armes. Notamment, c'est l'expérience ukrainienne qui a démontré au début de l'invasion à grande échelle qu'on peut quand même interdire son ciel à une armée ennemie en disposant de relativement peu d'armes et qui ne sont pas très sophistiquées, ce qui était impensable avant cela. Oui, et avant que certains missiles ne soient livrés, effectivement. J'allais vous poser une toute autre question sur ce paradoxe apparent, c'est-à-dire il y a une technologisation de la guerre qui est évidente, on parlera des drones dans un instant, et en même temps, on l'a bien vu sur ces images, on le dit souvent ici, on est dans une guerre de tranchées, on est quasiment dans un 14-18 avec des armes de pointe. Et pour vous ramener encore un peu plus près de 14-18, vous savez, parmi les technologies innovantes qui sont testées et utilisées en ce moment en Ukraine, il y a aussi les feux de recherche. Souvenez-vous, les feux de recherche, c'est ce qui a été utilisé lors de la Première Guerre mondiale et lors de la Deuxième Guerre mondiale, quand on détectait les avions en envoyant un rayon de lumière dans le ciel nocturne pour détecter les objets volants. Et c'est ce qui se passe actuellement en Ukraine. C'était par ailleurs au début l'initiative, comme c'est souvent le cas, de la société civile d'essayer cela pour essayer de détecter les drones. Alors on ne fait pas ça forcément dans les villes, mais aux approches de villes, à la campagne, notamment pour détecter l'approche des drones Shahed, parce que on a quand même un problème particulièrement difficile de détecter ces drones. On l'a vu en Ukraine comme sur le territoire russe. Donc vous voyez, parfois la haute technologie, ça peut être le retour en arrière. En effet, c'est même pour cela que cette expérience est assez précieuse. Le drone, bien sûr. Alors c'est sans doute le fait le plus marquant
pour nous autres profanes, l'arrivée massive du drone, et puis cette évolution vers ce qu'on appelle l'essaim de drone. Alors pour l'instant, ce sont des petits essaims que l'on a pu voir de temps en temps à l'œuvre. Quand on voit ces images de l'armée chinoise, elles sont impressionnantes, parce que c'est un essaim de drone qui se met en formation comme s'il s'agissait d'avions chasseurs. On imagine que là aussi, l'Ukraine est un laboratoire pour expérimenter les essaims de drones qui pourraient être nourris par une intelligence artificielle qui les rendrait extrêmement percutants face à l'ennemi. Alors, il y a plusieurs choses en fait. C'est-à-dire que d'abord, le drone en tant que tel, c'est pas une nouveauté, mais c'est aujourd'hui on arrive presque au stade industriel de l'utilisation du drone. Mais il y a drone et drone. C'est-à-dire qu'on a trop souvent tendance à mettre dans une même case le drone qui est la taille du Predator, qui fait quand même l'envergure quasiment d'un Boeing 747, donc imaginez un gros truc, et le petit drone utilisé justement par le simple combattant en première ligne, qui est quasiment un mini-drone. On peut acheter dans le commerce. On peut acheter dans le commerce et qui peut un petit peu trafiquer, balancer une grenade ou une roquette. Donc il y a tout dans le même terme. Ensuite, effectivement, quand vous soulignez, et les images là le montrent, il y a un point intéressant, c'est que aujourd'hui, ces drones-là, ils sont liés aux capacités de calcul et l'intelligence artificielle. Là, on en est en fait en réalité encore qu'au début, parce que la capacité pour les drones d'être pilotés d'un point A à un point B, en étant capable de changer ou de transformer leur groupement et leur réorganisation, on en est en fait encore qu'au balbutiement, notamment pour une utilisation purement militaire. En revanche, la question moins des essaims, mais que littéralement des vagues de drones qui peuvent s'abattre, ça, on le voit quasiment tous les jours en Ukraine, avec aussi un effet que ça fatigue, mais derrière, ça fatigue sous l'angle, y compris économique. C'est-à-dire que le drone Shahid, il coûte maximum quelques dizaines de milliers d'euros, de dollars ou une autre monnaie, mais ce qu'il va coûter pour sa destruction, en termes de missiles, quand vous prenez par exemple un missile Patriot, la simple munition qui est tirée coûte à peu près 800 000 $ pour les dernières. Donc, un Patriot, oui. Ouais, pour le Patriot. Donc, si pour détruire 10, 15, voilà, vous êtes dans un rapport à la fin qui économiquement rend une défense aérienne insoutenable d'un point de vue économique, d'autant plus que des missiles à 800 000 $, vous en produisez quand même moins dans une année. C'est-à-dire que votre capacité derrière à soutenir économiquement la durée de défense d'une ville devient extrêmement difficile. Et donc, vous êtes condamné à protéger uniquement certaines zones, des postes de commandement, des postes liés à la continuité du gouvernement, et vous abandonnez d'autres. Et c'est bien ce que l'on a vu, c'est cette espèce d'angoisse derrière qu'il y a pour le chef militaire et le chef politique. Qu'est-ce que je vais défendre ? Mes sites de production d'électricité, par exemple, comme cet hiver, ou bien mes sites de commandement. Qu'est-ce que je choisis ? Sachant que j'ai peu finalement de missiles. Et les populations, bien entendu, ça c'est les premières à être protégées. L'analyse nous permet de comprendre que derrière, il y a évidemment une guerre économico-technologique. Là-dessus, les Américains sont très largement en avance. On sait qu'ils consacrent une part très importante de leur budget, mais est-ce qu'il y a une logique de resserrement selon vous ? Je crois qu'effectivement, c'est important pour toutes les armées d'avoir des drones. Moi, je me souviens de la guerre de 2006 au Liban. On avait décidé que la FINUL déploierait des drones. À l'époque, c'était des drones simplement d'observation. Réaction scandalisée de la majorité des États en disant pas question d'utiliser des drones, c'est des espions, c'est de la technologie pure, sans humains derrière. Et aujourd'hui, le drone est utilisé dans absolument toutes les armées. Et évidemment, qu'est-ce qu'on cherche à ce moment-là ? C'est à perfectionner au maximum, à se protéger également au maximum de ces drones. On parlait tout à l'heure de la Chine. Le mot contradiction en chinois se dit Maodun et il est composé du mot lance et bouclier. C'est-à-dire qu'il y a toujours, effectivement... Une lance et un bouclier. Voilà, c'est la dialectique et on essaie toujours pour la lance
d'être plus performante et le bouclier plus protecteur. Et je pense que les drones aujourd'hui, c'est vraiment cela. C'est une jolie métaphore, effectivement, de la guerre et de cette course à l'armement. Olivier Védrine. Au-delà des drones, effectivement, cette guerre en Ukraine nous a appris nous a réappris deux choses. La rusticité, qu'on avait un peu oublié en ayant des programmes à des millions de dollars, et on voit qu'un drone Shahed qui envoie quelques milliers et fait des dégâts. Donc là, on va devoir aussi, c'est bien d'avoir des F-35 et d'avoir des navires, mais regardez, un navire, un drone, c'est terminé. Donc si vous voulez, il va falloir reprendre un peu... Cette guerre en Ukraine, elle pose énormément de questions. Ça va être une nouvelle façon de voir, et à la fois, elle ramène à la rusticité et elle ramène aussi à la résilience des populations. On avait un peu oublié tout cela. La rusticité, les Ukrainiens nous l'ont montré. Ils ont fait face avec peu de moyens en février à l'assaut des Russes et ils ont gagné. Et la résilience, pareil. Alors, la super technologie, au départ, ils ne l'avaient pas. Ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Ils ont fait avec du rustique. Et ce qu'on voit, c'est que la rusticité est tout aussi importante que l'hyper-technologie. Et je trouve qu'on a un peu là la même leçon que pendant le 11 septembre, où on avait cru au renseignement électronique au maximum, et on a redécouvert le renseignement humain. Et bien là, on pensait à l'hyper-technologie de la guerre, et on est en train de redécouvrir la rusticité de la guerre. Oui, Mariana. Oui, je pense que je vais compléter plutôt que démentir ce que tu viens de dire. Alors, c'est rustique, mais c'est pas aussi rustique que ça, parce qu'il faut que les spectateurs comprennent qu'en réalité, dans les conditions de guerre, on ne peut pas vraiment utiliser les drones commerciaux, par exemple, tels quels, sauf vraiment si c'est pour vérifier s'il n'y a rien à 2 mètres de la tranchée. Et en fait, tous ces drones que les Ukrainiens achètent, par exemple, au commerce, il y a tout un programme de les mettre à jour, de les moderniser, par exemple pour résister au brouillage russe. Deuxièmement, il faut aussi savoir que les Ukrainiens ont inventé et développé de programmes pour utiliser ces drones, par exemple pour mutualiser pour les informations obtenues et collectées par les drones, et aussi pour mutualiser une sorte de capacité de feu en fonction de cibles qu'on vient d'identifier. À titre d'exemple, et ça je trouve ça assez drôle, ce programme utilise le principe de taxi ou d'Uber. Une fois que la cible est localisée par un drone, cela peut envoyer le signal à tous les batteries qui sont aux alentours, et cela choisit la batterie qui est la plus disponible, qui a le plus de munitions, oui. et qui prend la cible pour elle, ce qui permet premièrement de ne pas user les forces de la batterie qui est déjà à court de munitions, mais de frapper la cible en même temps. Et même là, Olivier vient de parler de technologie d'un côté et des renseignements humains de l'autre. Je rappelle quand même qu'il y a quelques mois, j'avais signé un article avec Jérôme Poirot sur un chatbox de service de sécurité d'Ukraine, donc une technologie qui engage les citoyens, des simples Ukrainiens, à transmettre leurs renseignements humains, mais à travers un chatbot sécurisé, pour que cela soit ensuite travaillé et analysé, y compris par les logiciels au sein de services de sécurité et au sein des forces armées ukrainiennes. Donc c'est un hybride, en effet, très intéressant de base et d'innovation, des choses très rustiques, très basiques et des hautes technologies. Et on sait en plus qu'il y a $1 milliard qui ont été annoncés récemment pour la fameuse armée des drones. Donc on imagine que la technologie va encore s'améliorer. Juste un dernier petit mot sur ce sujet, sur le Forum Army là, dont on parle depuis plusieurs jours sur notre antenne, ce salon de l'armement qui est dans les faubourgs de Moscou, où d'ailleurs ils se sont fait une gloire de mettre du matériel militaire de l'OTAN récupéré sur le terrain. Est-ce qu'il y a des nouveautés intéressantes pour le coup, parce que nous n'y connaissons rien, qui ont été présentés dans ce forum?
C'est très difficile à dire parce qu'en fait, déjà, on est victime de ce que eux veulent montrer et qu'il est quand même toujours très difficile de dire à ce niveau-là, est-ce que ça va être vraiment le game changer que chaque armée cherche à avoir. Ça veut en revanche, ça envoie un message qui est assez intéressant, c'est que bien évidemment, ça montre bien que l'innovation est toujours au cœur de cette dimension-là et que même dans un pays qu'on considère comme étant renfermé, qui n'a plus les moyens, qui aurait du mal à se refinancer ou à obtenir les technologies occidentales, eh bien non, ils prétendent au moins être capables toujours de mettre à niveau, voire de dépasser. Ça pose la question aussi des transferts d'armement ou des transferts de technologie avec d'autres pays qui ne seraient pas du côté, on va dire, occidental. La Chine, l'Iran, la Corée du Nord. Et puis surtout, c'est que... Et d'autres, il y avait 60 pays qui étaient représentés là, 60 délégations. C'est ça qui est intéressant. Et puis surtout, ça montre bien que finalement, la Russie n'est pas coupée du reste du monde. Et puis surtout, c'est qu'ils insistent bien sur, là encore, la dissuasion nucléaire. D'ailleurs, le fait de montrer, là encore, un nouveau vecteur intercontinental, c'est rappeler aussi que la Russie, c'est effectivement une puissance impérialiste, mais c'est aussi une puissance nucléaire. Et on a bien vu depuis maintenant 18 mois que la rhétorique nucléaire n'est jamais loin quand on parle de ces questions-là.